Alors, bonjour Arthur, très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Face à la caméra. Arthur qui est basé donc en Espagne, c'est bien ça, à Andorre, À l'Andorre plutôt. Hein. à Andorre, hein, qui est en Andorre et qui, j'ai eu l'occasion de le connaître il y a quelque temps de ça. Je sais aussi que sa passion est bien plus l'ufologie euh, qui, euh, qui, qui partage donc sa vie avec. Voilà, donc Arthur, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent un peu plus te connaître. Et on verra ensemble, voilà, tout ton panel d'histoires que tu pourras nous raconter. Merci Marcel, enchanté d'être dans ton programme. D'abord, excusez mon français, il est un peu verrouillé. Je ne l'utilise pas tellement, alors déjà, d'avance, je m'excuse. Alors, de l'autre côté, j'ai 52 ans. Ça fait depuis 6 ans que je suis un peu derrière les phénomènes paranormaux. Et ça veut dire un peu tout, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est les ovnis aussi. En fait, c'est ma grande ligne de travail aujourd'hui. Ça fait très très peu que j'ai écrit un livre sur l'ufologie. Et aussi, j'aime beaucoup les phénomènes paranormaux. Et j'aime beaucoup aussi les assassins en série. Ouais, ça, c'est les trois grands points que j'aime beaucoup. En fait, ça fait très très peu. Et j'ai pu interviewer le vampire de Paris, Nico Clos. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. C'est un gars parisien très sympa, mais qui a tué une personne, qui a pratiqué le cannibalisme, qui a bu du sang humain qu'il volait de l'hôpital où il travaillait. Et bon, j'aime beaucoup tous ces sujets-là qui tournent ou pivotent autour du mystère, mais surtout les ovnis. D'accord. Et j'ai vu que tu voyageais pas mal, aussi un peu pour des découvertes, je pense, un peu de voir un peu. Je sais que Euh, il y a pas longtemps, donc, tu nous as expliqué un peu en off que tu étais en Colombie. Là, c'était aussi pour voir des phénomènes paranormaux, je pense. Euh, Tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage? Oui, ça a été. On a commencé à parler avec un pote qui habite en Colombie, qui a le programme de radio plus écouté de toute la TAM, Latino-Amérique. C'est Juan Jesús Vallejo. Et je lui dis, bah, écoute Juan, j'ai envie de venir chez vous en Colombie pour voir quelque chose, pour étudier quelques géoglyphes. Et lui, il m'a dit, écoute, il y a une femme qui a écrit une thèse, je ne sais pas comment on dit, comment on dit ça en français. C'est enfin quand tu fais un doctorat après ta carrière universitaire. Tu fais un doctorat et tu dois écrire un gros travail qui s'appelle thèse en espagnol, une thèse doctorale. Elle a écrit une thèse doctorale sur les lumières mochacabezas. Et les lumières mochacabezas, en espagnol, ça veut dire mochacabezas, en colombien plutôt. Et les lumières coupe-tête. Pourquoi elles s'appellent les lumières coupe-tête? Parce que dans l'Amazonie, surtout à partir dans le trapèze amazonique, où on se retrouve sur le bord de la rivière, sur la Colombie, sur l'autre bord de la rivière, on a le Pérou, et à la gauche, on a le Brésil. En fait, on est très très près des trois pays. C'est pour ça qu'il s'appelle le trapèze amazonique. Il y a eu des personnes qui ont paru sur les plages de la rivière l'Amazonas, décapitées
ou sans organes, sans le foie ou le rignon. Je ne sais pas comment on dit en français le rignon. Je vais chercher. Les reins. Le règne. Les reins. Les reins, exactement, les reins. Et nous, on a été très choqués par ça. Et on a pris un avion, on est allé à Bogota. Et de Bogota, on est parti vers Leticia, Amazonas. Et de Leticia, Amazonas, on a fait plus de 4 heures de lanche très très rapide par la rivière amazonienne jusqu'à arriver à cette partie très profonde dans la jungle amazonienne où je peux vous dire déjà, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de réseau, tout simplement. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Moi, j'ai dormi avec Juanje et ma fille, on était les 3 avec un guide aussi, parce que là, il faut toujours aller avec un guide local. On a dormi avec des tribus, les Ticunas, plusieurs tribus, plusieurs indigènes là-bas. Et on a fait des recherches sur ces mystérieuses lumières qui s'apparaissaient sur les plages amazoniennes et qui, soi-disant, les gens avaient peur parce que ils disaient que ces lumières venaient et coupaient la tête des personnes. Bon. Finalement, on a résolu le mystère, hein, une partie du mystère, parce que l'autre partie, on n'a pas été capable de la résoudre. À partir de... On a été sur Puerto Nariño. C'est un très joli village, hein, où on a parlé avec l'alcalde, comment on dit le président d'un département, d'une petite ville, Le maire. Le maire. On a parlé avec le maire, hein, c'est une femme. Et on lui a demandé, écoutez, on est ici pour l'investigation sur les lumières Mochacabezas. Et il nous a dit, ah tiens, je connais un tel, le tigre, on lui dit le tigre, il est surnommé le tigre, il connaît exactement beaucoup de choses sur ces lumières Mochacabezas. Bon. Et elle nous a dit, vous le retrouverez à partir de 18h, parce qu'il travaille dans un magasin, un petit bazar, etc. Et, excuse-moi, et vous le trouverez à partir de 18h qu'il finit de travailler. Bon. Alors on s'est dit, tiens, on va manger. On était les 4 en train de se balader vers le resto. Et on se croise parce que le guide l'avait vu une fois, ça faisait 2 années, et il dit, je ne peux pas le croire, c'est lui le tigre, c'est lui. Et mais c'est bien parce que ça tombe bien, comme ça on ne doit pas attendre à 18h. Et on arrête, on lui dit, monsieur, vous êtes monsieur le tigre? Oui, c'est moi. Bon, un type, vous devrez voir la photo, un type vraiment aucun sentiment. Un type vraiment, moi je vous dis franchement, je crois que c'est un assassin, je vous le dis franchement, comme ça, clair et net. Et alors, on a vite sorti nos enregistreurs, on a sorti nos téléphones, on a tout enregistré. Et il nous a dit que ces lumières, las luces Mochacabezas, en réalité, c'était tout simplement des personnes qui sont dédiées sur le narcotrafic de la drogue et qui tuent certaines personnes, certains pêcheurs. Et là, je vais faire une description un peu de tout ce qu'on a vu pour que les gens qui nous écoutent puissent se mettre en ambiance. Parce que c'est dur là-bas, vivre là-bas, c'est très très dur. Et alors, il nous a raconté que c'était ces personnes-là qui tout simplement tuaient certains pêcheurs pour tout simplement leur prendre la tête, leur prendre le foie, les reins, ou nulle part pour faire tout simplement des rituels. Des rituels pour que les voyages au Brésil de transport de drogue aboutissent correctement. Bon. Il nous l'a dit,
pas directement, mais entre lignes. On a lu ça finalement, non? Il nous a pas reconnu tout ça exactement, mais entre lignes, il l'a dit, non? Et en plus, on a tout ça enregistré, alors c'est assez clair. Bon. Alors ça, on l'a résolu. On a su que les cadavres qui apparaissaient au bord de la rivière amazonienne étaient tués par des personnes qui tout simplement vendaient les organes pour faire des rituels à ce sujet-là. Bon. Par contre, on n'avait pas retrouvé des personnes qui nous expliquaient clair et net si elles avaient vu ces lumières. Jusqu'à ce que l'on arrivait à l'île du Cacao, au Pérou. La rivière amazonienne, c'est spectaculaire. Moi, je recommande à toutes les personnes qui sont en train de nous voir ou nous écouter, s'ils peuvent, une fois dans leur vie, il faut aller voir la rivière amazonienne. C'est une chose spectaculaire. Il y a des parties où la rivière fait 5 km large. 5 km de large. C'est la mer. D'accord. C'est la mer, quoi. Ouais, 5 km. Hein. Ouais, c'est pas une rivière. Hein. C'est pas le Loire. Hein. Attention, c'est pas le Loire. Ouais. Et le Loire, il est déjà grand, il est beau. Moi, j'aime beaucoup la France. Je suis un passionné de Paris en plus. Bon, mais c'est pas le Loire. Alors, la Loire. Alors, vraiment, c'est spectaculaire. Alors, nous, on est arrivé à l'île du Cacao, au Pérou. Alors, tu croises la rivière et tu es au Pérou. C'est le trapèze amazonique. Et on a parlé avec Gerardo Paime. Gerardo Paime, il nous explique que sa femme... Alors, je vais mettre en contexte les personnes qui nous écoutent pour qu'elles sachent un peu comment se déroule la vie sur l'Amazonie. Alors, il y a c'est des petites communautés de personnes où il y a une allée principale et ils construisent les maisons sur cette allée, les gens. Ou bien c'est ça, ou bien ils construisent les maisons juste en bord de la rivière, un peu séparées parce que sur la saison de pluie, il y a la croissance de la rivière et vraiment c'est spectaculaire, ça croît beaucoup, plusieurs mètres. Et alors, il faut mettre les maisons un peu plus en arrière. Et les maisons, elles sont toujours sur des poutres. Des pilotis, d'accord? Bon. Alors, il faut imaginer cette allée sur l'île du Cacao, avec un peu plus à l'intérieur, avec une allée de maisons à droite et à gauche. Les maisons sur ces pilotis n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas de clôture. Et les cuisines, elles sont orientées normalement vers la jungle. Et la salle à manger vers l'allée principale. Bon, alors on rentre dans cette maison-là. On rentre dans une maison typique amazonienne. Et on voit que derrière la partie qui est orientée vers la jungle, il y a la cuisine. Mais cette femme-là, à 17h30, 18h30, elle était dans la cuisine. Il faut aussi dire que sur ces communautés-là, il n'y a pas de lumière. L'électricité n'existe pas. C'est-à-dire, vous avez de 17 à 19h, par exemple, ils utilisent un générateur d'électricité d'essence pour que les gens puissent charger leur téléphone mobile, au cas où il y a une émergence, prendre un bateau et aller sur une zone où on a un réseau et faire un appel téléphonique, ou charger les appareils dont ils ont besoin d'un fonctionnement avec électricité. Bon. Alors, vers 17h30, on est dans l'obscurité totale, 17h30 et 18h30. Alors, il faut imaginer une femme dans sa cuisine, en train de cuisiner, et tout d'un coup, elle voit des lumières là-bas, qui vont vers la maison de son beau-frère. Beau-frère, je crois, c'est le frère de son époux. Non? Bon. C'est ça. Alors, elle
elle l'avertit, attention, il y a les lumières mocha cabezas qui vont venir, elles vont te couper la tête. Hein. Et l'homme, il est effrayé. Il prend sa scopette, son fusil, je ne sais pas comment on dit en français, et il sort à côté, derrière de la maison, vers la jungle, pour essayer de tirer sur ces lumières. Entre-temps, il y a l'époux de cette femme qui arrive. Et toute la communauté est exaltée parce que les maisons sont très proches. Alors il y a des cris, il y a des gens de partout effrayés, il y a ces lumières qui ont fait parution. Et du coup, il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont autour de la lumière. Et la lumière, elle devient d'une couleur orange, jaune, rouge. Elle se rétrécit. D'un coup, elle se fait grande. Et de cette lumière, il y a une forme anthropomorphe qui apparaît. D'accord. Et il apparaît une espèce de être avec une tête masquée complètement. Une masque en fer. Je n'ai pas le dessin ici parce que normalement, là aujourd'hui je suis en Espagne, mais normalement au bureau j'ai mon cahier. Il m'a fait un dessin, Gerardo Paime m'a fait un dessin. Et cet être qui paraissait flotter, il n'avait pas de pied, il a choqué même physiquement contre un arbuste là-bas qu'on appelle le taronjo. Avec des épines comme ça, hein, le taronjo, vous prenez une épine comme ça sur ça et vous avez un vrai problème. Bon, on a photographié le taronjo et tout, il manquait beaucoup d'épines. Alors, son beau-frère, hein, et là-bas, sur l'Amazonie, il faut compter qu'on n'a pas beaucoup de munitions. On n'a pas un magasin où on puisse aller chercher des balles juste à côté. Alors, tiens, Marcel, j'ai fini les balles, je vais en acheter un paquet de plus. Non, non. Alors, avant de tirer, il faut être bien sûr qu'on vise bien et qu'on va être très certain sur notre tir. Bon. Ces gens-là, je vous dis, c'est très difficile qu'ils manquent un tir. Mais lui, il a fait un tir contre la lumière. Et la lumière, à ce moment-là, excusez-moi, hein, avant cet être anthropomorphe qui a choqué contre l'arbuste, il s'est retransformé en une lumière. Et ce monsieur, il a tiré sur la lumière, qui était à une dizaine de mètres, pas plus. Et lui, il a dit, hein, je suis sûr, j'ai pas, le tir que j'ai fait, il était parfait. J'ai pas trompé le tir, j'ai pas manqué le tir, c'est sûr et certain. Et la lumière, elle a disparu dans le ciel. Alors, on a pu contacter avec une autre personne, hein, un pêcheur qui était en train de pêcher avec sa femme. Ils ont parti vers 17h pêcher. Ils pêchent le soir. C'est beaucoup plus facile de pêcher le soir. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas pêcheur. Là-bas, c'est beaucoup plus facile de pêcher le soir. Bon. Et il faut imaginer les rives de la rivière amazonienne. Et pour accéder aux communautés, c'est des zones qui ont été spécialement nettoyées. Ils ont créé des plages pour accès parce qu'avec les montées de la rivière, il y a beaucoup de brousses qui se cumulent sur les marges. D'accord ? Et quand on parle de brousses dans l'Amazonie, on parle de... vous connaissez les cannes à sucre ? Oui. La forme un peu. Mais ce n'est pas des cannes à sucre, c'est des cannes normales qui se cumulent sur les bords de la rivière. Et ça, vraiment, c'est des couteaux. Parce qu'elles sont pointues, elles sont coupées à la moitié. Et vraiment, c'est des couteaux. Hein, c'est des couteaux. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui va essayer de sortir de son canoë par un lieu que ne soit pas la plage. Parce que vraiment, il va se couper la fémorale, ou il va se couper un bout de la jambe,
où il va avoir une blessure, c'est à 90% sûr. Bon. Cette femme, son époux, il commence à pêcher et du coup, il voit des lumières qui viennent vers leur petit bateau. Et la femme, elle s'est effrayée beaucoup. Ça, c'était 8 heures du soir. Et ils ont vu que la lumière venait vers eux directement. Et ces gens-là, ils savent distinguer effectivement ce que c'est un drone d'une lumière comme ça. Parce que les drones, ils sont habitués, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont filmer de temps en temps là-bas. Et ça, c'était très près du lac Tarapoto. Bon. Alors, ils ont été si effrayés qu'ils ont rapproché leur petit bateau le plus près de la rive de la rivière, hein, et ils ont parti vers la jungle à travers de tous ces débris qui ont été cumulés sur la rive de la rivière, hein, et ils ont été poursuivis par ces lumières jusqu'à 4 heures du matin. Attention, de 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Expliquez-moi quel type de drone. Ah oui, mais expliquez-moi quel type de drone peut poursuivre à travers la jungle. Et la jungle, il faut voir la jungle. La jungle, c'est pas comme une forêt comme chez vous, Marcel, en France, ou comme chez nous en Andorre. C'est quelque chose de très épais. Il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de lianes. Ouais, alors c'est très difficile que un drone puisse naviguer comme ci, comme ça, par l'intérieur de la jungle durant 4 heures à 8 heures. Bon, alors, il faut voir aussi le type là. Le type, il n'a pas une seule gramme de grain. C'est-à-dire, ce type, c'est de la fibre. Hein. C'est un type hyper costaud. Hein. Et il y a eu un moment, à 2 heures du matin approximativement, où ils étaient sur un petit bassin de bouée et d'eau, qui se cachait de la lumière, qu'ils voyaient parfaitement. Et la femme, l'époux lui a dit à sa femme, écoute, mords-moi sur l'épaule, tape-moi, fais-moi quelque chose parce que je suis en train de perdre toutes les forces. Et je vous dis, ce type-là, c'était le cousin de Samson. Mais le cousin de Samson, hein, c'était un type vraiment très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que toutes les personnes, on a interviewé plusieurs personnes. On a vu que toutes les personnes qui avaient retrouvé ces lumières-là, et je ne sais pas si vous vous rappelez, au Brésil, les lumières de Colares. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Oui, ou l'opération Chupa Chupa. D'accord? C'était une opération où l'armée brésilienne et l'armée américaine est allée étudier, ça, je crois que c'était dans les années 70, des étranges lumières qui ont aussi attaqué les indigènes. Et ils ont pu avoir des photographies de ces lumières, etc. Mais ça nous a rappelé beaucoup ce qui est passé au Brésil avec las luces de Colares, la opération Plato, los Chupa Chupa, opération Plato. Et parce que les gens nous expliquaient que après l'apparition de ces lumières, ils restaient sans force. Ils devaient être 3-4 jours sur un lit. Et c'est des gens, je peux vous assurer, et c'est des gens, il n'y a pas de blague avec eux, il n'y a pas d'histoire. On ne vient pas rigoler là. C'est-à-dire, c'est des gens qui leur vie est très dure, leur vie est très très dure. Ils sont toujours en permanence sur la jungle. Et c'est pas des personnes avec lesquelles on puisse faire beaucoup d'histoires et de choses pour rire. Hein. Et ils étaient très contents parce que nous avons été les seuls à avoir été sur la jungle dans toutes ces communautés et à nous intéresser
pour la souffrance qu'ils sont en train d'expérimenter. À date d'aujourd'hui, cette souffrance continue. Je reçois de temps en temps des audios de communauté, des audios effrayants, des audios vraiment effrayants. Et cette souffrance à date d'aujourd'hui, elle continue. Ces lumières continuent à faire leur parution, à effrayer les gens. Et à date d'aujourd'hui, personne ne sait pas à quoi correspondent ces lumières-là. Et je peux vous dire, personnellement, ça n'a pas été des interviews par Zoom, ça n'a pas été des interviews par des moyens électroniques. C'est des interviews face à face, en regardant aux yeux à ces gens-là. Et moi, j'ai pu voir la peur dans les yeux de ces gens-là. Et je vous dis, j'ai été vraiment choqué. Ma fille aussi, et Juanjo aussi, parce que vraiment, on est parti en voyage avec des expectatives moyennes. Mais on a retourné, mais vraiment, vraiment très choqué pour tout ce qu'on a vu et entendu. Est-ce que tu sais, est-ce que l'armée va se déplacer là-bas ou pas pour enquêter, pour essayer Non. d'enquêter? Non. Elle ne va pas se déplacer. Non. C'est des régions qui sont laissées de la main de Dieu. C'est des régions très très pauvres. C'est des régions en plus où l'armée ne veut pas aller parce que y a beaucoup de plantations de drogue. Et c'est des zones problématiques. Et alors, ils n'ont rien à faire. Ils s'en fichent complètement. Et c'est pour ça qu'ils étaient très très contents que quelqu'un au moins leur écoute. Parce que nous, vraiment, on n'a pu rien faire pour eux. Mais au moins, on a pu expliquer et recueillir leur histoire. C'est vrai que c'est déjà beaucoup parce que Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu avoir des vidéos et à pouvoir filmer ces lumières ou pas? Et nous, vraiment, on n'a pas eu de vidéo. Et moi, je vais vous dire aussi mon expérience personnelle avec tout ça. Et après la pandémie, avec mon fils, on était en train on a sorti de l'Andorre parce que l'Andorre a devenu un pays prison durant ces mois-là. On ne pouvait pas aller en France, on ne pouvait pas aller en Espagne, on pouvait sortir. On était enfermés dans 468 km². Et quand on a sorti, on s'est déplacé vers l'Espagne. Avec mon fils, ma femme et moi, on était dans la voiture et on a vu des lumières sur le ciel très erratiques. Moi, je les ai filmées avec le téléphone et ça se voit rien. Et moi, j'ai un iPhone, là j'ai un iPhone 14 et j'avais un iPhone 13 à l'époque Pro avec les 3 caméras et tout. C'est très difficile de filmer quelque chose. Alors ça d'un côté. De l'autre côté, il faut penser que la personne là qui a un téléphone portable, c'est vraiment une rareté. C'est comme la perle parfaite. C'est très rare à retrouver. Et les gens là, pour acheter un téléphone portable, c'est très difficile. Et la grande majorité des téléphones qu'il y a, c'est des téléphones analogiques avec tout simplement un clavier pour faire des appels. Oui. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Très limite. Très limite, ouais. C'est un témoignage assez bouleversant parce que il y a la vie de beaucoup de gens, malheureusement. Déjà que la misère se rajoute un peu, en plus ça a la peur. C'est quand même quelque chose de peu cher à penser pour eux parce que ça ne doit pas être vraiment simple de vivre dans cet environnement-là, quoi. Non, c'est pas simple. En plus, paradoxalement, ils ont beaucoup d'eau, mais ils ne peuvent pas boire l'eau de la rivière Amazonica parce qu'elle a beaucoup de bactéries. Alors, on ne peut pas boire cette eau. C'est-à-dire, on peut boire seulement l'eau de pluie. Moi, j'ai bu de l'eau de pluie durant 10 jours. Vraiment, elle n'est pas trop bonne non plus. Je peux vous le dire. Et vraiment, c'est une vie très dure parce qu'ils dépendent de leurs propres moyens pour continuer à vivre. Oui. Non, par contre, je peux vous dire que ça a été... moi, j'ai pas voyagé beaucoup, mais j'ai voyagé quand même un peu. Et
Et j'ai été dans des pays où il y a beaucoup de misère, où il y a beaucoup de pauvreté, de violence aussi. Et en Colombie, il y en a beaucoup de misère, de pauvreté, de violence aussi. Mais quand même, il y a beaucoup de connaissances. Connaissances spirituelles, de connaissances médicinales. Et je vais vous expliquer une chose que j'ai appris en Colombie. Et ça démontre un peu l'exploitation que nous, les Occidentaux, nous faisons de ces cultures et de ces connaissances. J'ai acheté à un indigène, j'ai acheté un arc Mayoruba d'une tribu brésilienne et une cerbatane avec du curare. Moi, je ne savais pas ce que c'était le curare. Le curare, c'est une substance... Excuse-moi? C'est un poison, ouais, c'est un poison que tu mets sur, Oui, sur les c'est un fléchettes, poison. non? C'est Exactement. C'est un poison noir qu'ils élaborent à partir de grenouilles, de plantes et de plusieurs choses qu'on retrouve dans la jungle. Alors, le curare, qu'est-ce qu'il a comme propriété? C'est facile. Moi, j'ai une sarbatane avec des fléchettes et avec du curare que j'ai ramené de là-bas et un arc aussi original. Bon. Le curare, il a comme propriété, et c'est une chose que ça fait plusieurs centaines d'années que ça existe dans les tribus amazoniennes, il a comme propriété qu'il paralyse tous les muscles du corps. Alors dès qu'on vous envoie une fléchette avec la sarbatane, vous mourrez, mais pas empoisonné. Vous mourrez tout simplement parce que tous les muscles du corps s'arrêtent. Tous. Et le corps, c'est un muscle. D'accord? Bon. C'est un muscle. Alors, l'industrie pharmaceutique, vous savez quand est-ce qu'elle a pu commencer à faire les... je ne sais pas comment on dit en français, les transplantes de corps? Les antidotes? Les Non. transplantations. Les transplantations. transplantations de corps, exactement. Ils ont pu commencer à faire les transplantations de corps à partir de la découverte du curare. Pourquoi? C'est facile. Et pour faire une transplantation de corps, on a besoin d'éviter les spasmes. Et quand on est anesthésié, on fait des spasmes. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Avec le curare, on ne fait pas de spasmes. Alors, on maintient le patient en vie avec une machine, avec un corps artificiel. Alors, le patient ne peut pas faire des spasmes. Alors, on est très précis sur la chirurgie. On peut faire cette transplantation de corps en toute sécurité. Et c'est grâce au curare. Évidemment, ils ont changé le nom, ils ont modifié la formule. Point final. Bien Et sûr. ils gagnent des millions et des millions et des millions et des millions d'euros en opérant chaque année des patients avec ces formules qu'ils ont volées aux indigènes. Alors, moi, je me pose la question, et combien de fois ça s'est reproduit, ça aussi, et dans des choses qu'on ne sait même pas. Alors, je vous dis, les connaissances qu'ont ces gens-là sont impressionnantes. Moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Sur la pandémie, il n'y a pas eu pratiquement sur ces villages très isolés, il n'y a pas eu de mort là-bas. Il n'y a pas eu de mort. C'est très bizarre. Moi, la communauté où on m'a dit à la pandémie, il y a eu une mort. C'est très bizarre. On a été dans beaucoup de communautés et il n'y a eu aucune mort sur les communautés. Aucune mort. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient des infusions qui étaient très puissantes justement pour prévenir le virus qu'on a eu. On ne va pas dire le nom là déjà parce que si la vidéo sera sur YouTube, comme ça on s'évite des problèmes. Non? Mais c'est vrai qu'ils ont des connaissances mais vraiment brutales ces gens-là. Et dans ton côté, donc ufologie, donc depuis des années que tu fais ça, est-ce que tu peux nous donner
un témoignage de ce qui t'a la journée ou qui t'a le plus marqué. Donc, dans l'ufologie, Mais tu t'es intéressé, tu as un peu voyagé. Il y a ça qui s'est passé et un fait marquant vraiment qui t'a voilà, qui t'a changé un peu la vision que tu aurais pu avoir. moi, vraiment, ce qui m'a changé le plus dans ma vie de l'ufologie, c'est ce voyage-là. Je dois être sincère parce que ça a été vraiment choquant parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes ici qui ont vu des choses bizarres, mais il n'y a pas la peur, on ne sent pas la peur. Mais là, oui, c'est des personnes qui vivent dans l'obscurité à partir de 17h, l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ils sont habitués. C'est des personnes très très fortes. Et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Alors ça m'a bloqué, ça m'a vraiment impacté, mais beaucoup. Hein. Et j'ai aussi été avec les Peuls au Burkina Faso. Et ça m'a aussi choqué, non? Entendre comment ils expliquaient aussi qu'ils croyaient qu'il y avait certaines entités qui venaient d'autres planètes, etc. Non? Mais vraiment, pour moi, ce voyage a été vraiment très, très marquant et très choquant parce que j'ai pu voir pour la première fois de ma vie la peur instaurée dans le regard de ces gens-là. Je vous dis, ça a été une expérience pour moi vraiment très choquante. Bon, en tout cas, c'est vraiment un témoignage d'une vie, quoi. C'est une expérience que, Et, comme tu dis, donc tu pars un peu dans le mystère, dans le flou, mais à la fin, tu en ressors grandi avec une expérience de vie exceptionnelle. oui, exceptionnel. Je ne vais pas te mentir, Marcel, il y a eu des journées où on a été un peu effrayés parce que vraiment, tu es dans des zones vraiment très isolées, mais vraiment très isolées. Quand je dis isolé, c'est vraiment isolé. Quand tu arrives à Leticia, Amazonas, on a pris une barque rapide, on fait 3 heures de barque, mais vraiment à une vitesse extraordinaire, c'est tout droit, toujours. On descend. Et après, on a fait plusieurs heures de plus, encore pour redescendre encore plus en bas. Alors, si vraiment tu as un problème, tu as quoi qu'il soit, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Et en plus, il y a une autre partie, c'est tout le trafic et toutes les plantations là-bas illégales qu'il y a. Alors ça fait un peu que tu aies peur parce que ces communautés quand même, elles sont liées à tout ça aussi, non? Et ça fait un peu de peur, non? Moi, je vous te dis, il y a certaines nuits où j'ai pas dormi tranquille. Je peux te le dire. En plus, j'étais avec ma fille. Et si franchement j'aurais su ça, je lui aurais dit de ne pas venir parce qu'il y a des soirs où vraiment j'étais pas en sécurité. Hein. Je te dis franchement, je me suis pas senti tranquille. D'accord, ben écoute, ouais, je comprends que tu ne t'es pas senti tranquille parce que bon, alors on connaît aussi un peu, comme tu dis, un peu la dangerosité de ce lieu-là par rapport aux narcotrafiquants. On connaît un peu par rapport à des documentaires, des reportages où on sait que là-bas la vie est très, très compliquée. Voilà, c'est un très beau témoignage et franchement, c'est Il y quelque a chose un, qui a été il vécu. y a un journaliste, attends, je vais te dire le nom du journaliste qui ont tué. Là-bas, dans cette zone-là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Il s'appelle. Alors, il s'appelle Dom Phillips. Dom Phillips, un journaliste de la BBC. Dom Phillips. Ils l'ont tué dans l'île qu'on a été nous, juste à côté.
dans l'île du Cacao. Ils l'ont tué là-bas, à lui et son guide. Il était en train de faire un reportage sur le narcotrafic et ils l'ont tué là-bas. Alors c'est vraiment, il y a un danger qui est réel. Et oui, ça fait beaucoup d'années que je suis sur les investigations des ovnis, mais vraiment, ça a été le plus dur, non? Après, j'ai parlé avec des personnes qui m'ont arraché un sourire quand même, non? Parce que ça fait 14 ans maintenant qu'on fait un congrès en Andorre. Et je vais t'expliquer une curiosité. Il y a un gars, ça fait 10 ans qu'il vient au congrès. Et parfois, on a des personnes qui viennent faire des conférences sur les ovnis. Et une année, le type il a posé une question. Il a dit qui a été segrestado, abducted by un extraterrestre. Et lui, il a moi. Bon, l'année suivante, un autre qui a eu des relations sexuelles avec un extraterrestre. Et le même gars, moi. Bon, il a été violé par des extraterrestres. Il a monté sur des soucoupes spatiales. Il a été opéré par des extraterrestres. Il a des implantations faites par les extraterrestres. Il a eu des messages. Bon, alors il y a un peu de tout, non, dans la vigne du Seigneur. Et bon, finalement, je crois que il y a une ligne très fine parfois avec les témoins que tu peux parler et certaines, pourrait-on dire, maladies mentales. Alors, il y a des personnes qui vraiment ont des problèmes. Une autre fois, sur le congrès aussi, j'ai fait une conférence aussi sur les ovnis et les phénomènes paranormaux, parce que moi, je crois que c'est deux choses qui sont très, très liées. Et quand on a fait la pause, il y a une femme qui me vient très discrètement et me dit « Monsieur Arthur, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que, vous savez, le soir, j'ai une voix qui vient et il me dit Fernanda, il faut que tu tues ton mari. » Fernanda, je ne sais pas comment elle s'appelait, j'invente un nom. « Il faut que tu tues ton mari. » Et moi, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi votre téléphone et ne vous en faites pas, on en parlera de ça. Bon. Elle me donne le téléphone, son nom, et j'appelle à l'hôpital, à l'unité psychiatrique. Et je lui ai dit, écoutez, il y a cette chose-là qui m'arrive. Il y a une femme qui s'est rapprochée de moi, elle m'a dit qu'il y a une entité diabolique qui lui dit en clair qu'elle doit tuer son mari. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, le gars là-bas, il me dit, donnez-moi le nom de la personne. Je lui donne tout le nom, le téléphone portable, et lui, tranquille Arthur, on va l'appeler. C'est une abonnée d'ici de la plante psychiatrique. Et on va s'en faire charge, on va l'interner quelques jours parce que, bon, sûrement les traitements, ils ont... c'est-à-dire, il y a une ligne très très fine toujours avec toutes ces expérimentations-là, non? Là, je suis en contact avec aussi un grand investigateur espagnol qui s'appelle Alex Escola, Gascon. C'est un scientifique qui est en train de faire des études pour prouver la communication télépathique. Alors, il est en train de faire des études scientifiques avec la collaboration du gouvernement nord-américain aussi. Et ils ont retrouvé des résultats qui sont vraiment très intéressants. C'est-à-dire, il y a une aléatorité sur le sujet de la divination. Je ne sais pas si c'est correct cette parole. Oui. Ouais. C'est-à-dire, moi, je veux deviner quelque chose et je vous dis, écoutez, je vais penser très très fort sur une ville et vous allez essayer de lire ma mentalité
et essayer de voir en quelle ville j'ai pensé. Alors moi je me concentre, je dis Rome, et hop, il y a une aléatorité qui peut faire que aléatoirement, moi, je puisse savoir la ville sur laquelle on a pensé. Non, mais lui, il a publié un résultat qui est très intéressant. Et ils ont découvert, avec ces fonds américains et espagnols aussi, qu'il y a certaines fois où l'aléatorité, elle est surpassée. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont une vision à distance, soi-disant, qui n'est pas aléatoire, qui n'est pas explicable statistiquement. Bon, alors, qu'est-ce que sont les phénomènes paranormaux? Qu'est-ce que sont les ovnis? On ne sait pas exactement, non? Et vous, en France, vous avez un investigateur. Là, oui, je peux dire, il est mon ami. C'est Bertrand Meust. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Bertrand, il a écrit un des livres plus vendus en France sur les soucoupes volantes et, et la mentalité humaine, la psyche, je ne sais pas si on... de psychics, d'accord? Et vraiment, il y a une partie sur le... Exactement. Il y a une partie sur l'ufologie qui est aussi celle-là, non? C'est-à-dire la psychique. Alors, on peut aussi envisager cette partie. Il y a une partie physique, il y a une partie qui n'est pas physique. L'ufologie, c'est un grand mystère qui, à date d'aujourd'hui, en 2023, n'est pas résolu. Et je crois que ça, c'est ce qui fait qu'on soit tellement attiré par l'ufologie, au moins dans mon cas. Ce qui fait le charme un peu de ça, comme dans le paranormal, nous, au niveau des enquêtes, c'est ça, c'est en fait toujours d'essayer de trouver, de comprendre. C'est ce qui fait avancer, quoi. Exactement. Nous, on a fait, comme moi, j'ai une petite maison dans un petit village, hein, et comme je suis un peu le bizarre du village, quand il y a un truc paranormal, même qu'il ne soit pas de l'ufologie, il m'appelle, non? Alors, dans le village, on a eu une chose très, très spéciale. Il y a une personne qui est décédée dans le village. Et sa fille, elle m'a appelé un jour à 3h du matin parce que ils ont des senseurs dans toute la maison. Alors, c'est une chose qui jamais n'avait pas passé dans leur maison. Et dès que le père il a décédé, 3-4 jours après, les senseurs, ils s'activaient tous, seuls. Il y avait les lumières qui s'allumaient sur les toilettes, sur les passages, sur certaines chambres, sur l'entrée. C'est comme si vraiment, ils étaient préoccupés parce qu'en plus, elle m'a dit, Arthur, moi je suis sûr, j'ai entendu même la voix de mon père qui me parlait. Non? Alors, beaucoup de fois, ces phénomènes paranormaux, c'est les propres personnes qui sont vivantes qui les provoquent, en fait. Alors, et ça, c'est un autre mystère aussi, non? Parce que notre cerveau, c'est une masse grisace et qui vraiment est très, très puissante, qui est très, très inconnue, et qui vraiment, je crois, qui peut faire aboutir des phénomènes physiques qu'à date d'aujourd'hui n'ont pas d'explication. Non? Et ça aussi, je pense, j'ai la pleine conviction de que c'est totalement lié aussi beaucoup avec beaucoup d'expériences OVNI aussi. D'accord. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi dans le cas paranormal les cas de poltergeist. C'est la personne qui va les déclencher elle-même. Exactement. Exactement.
Et c'est ça. C'est ma vie un peu avec les ovnis et très très peu sur le paranormal. Mais je suis beaucoup plus sur les ovnis, moi, personnellement. D'accord. Ben, écoute, Jean-Louis, tu as une question, toi, particulière à poser à Arthur? Mais j'en ai tellement qu'on en sera là pendant 2 heures. Voilà. Là, ça fait. Ouais, bon. Eh oui, oui, On oui. aura l'occasion de refaire. Ben, écoute, ouais, ben, on va se faire une autre émission aussi où on pourra, tranquillou. Ben, écoute, Arthur, je te remercie encore énormément. Je ne sais pas comment te remercier. Un témoignage encore exceptionnel qu'on a eu ce soir. Et vraiment, merci. Merci, merci beaucoup, honnêtement, d'avoir accepté notre Merci à vous, invitation et de nous avoir dit. Merci Merci à à toi. vous deux et merci.